Bonjour à tous, la version 5.8 de WordPress vient de sortir et dans cette vidéo nous allons étudier les améliorations apportées dans l'éditeur Gutenberg au niveau de cette version 5.8. Nous allons travailler sur deux versions du site qui étaient utilisées dans cette série consacrée à Gutenberg. Je retourne ici dans un autre bureau et nous avons le site que nous avons utilisé jusqu'à présent qui lui pour l'instant est resté dans la version 5.7. Il nous servira de comparaison. J'ai procédé à une copie de ce site, une copie exacte, ici, et ce site-là, je l'ai mis à jour vers la version 5.8, comme vous pouvez le voir ici. Nous allons travailler sur ce site et éventuellement, nous nous reporterons à l'ancien pour voir comment ça se passait avant. Dans les deux cas, j'ai créé un article qui contient le même contenu pour les deux sites. Ici, cet article va s'appeler WordPress 5.8. Il contient du texte, une ou deux images et des colonnes. Et si je retourne sur l'autre site, en version 5.7, j'ai exactement le même article qui s'appelle WordPress 5.7 et qui contient aussi le même contenu. Nous allons travailler sur ces deux sites. Tout d'abord, je me positionne sur le site dans la version 5.7. Si je clique ici sur le bouton qui me permet d'afficher l'explorateur de blocs, je vous rappelle que l'explorateur s'affichait ainsi, juste en dessous du bouton, que la fenêtre était volatile, c'est-à-dire que si je cliquais à nouveau dans le document, comme je viens de le faire, ça faisait disparaître la fenêtre. Je pouvais cliquer sur un élément pour le sélectionner, il se sélectionnait automatiquement dans le document, et si je cliquais à nouveau sur ce bouton avec un élément sélectionné, à ce moment-là, je ne voyais plus l'arborescence entière du document, mais uniquement l'arborescence à partir du parent le plus proche. Ici, c'est la colonne. Maintenant, je vais basculer sur la version 5.8 ici, et nous allons voir la différence. Je vais cliquer sur le bouton ici, donc, qui s'appelle Vue en liste, mais moi je considère plutôt que c'est un explorateur de blocs. Donc je clique dessus, et là je vois que maintenant l'explorateur va se mettre à gauche, et il va rester, même si je clique dans le document, il ne va pas s'escamoter tout seul. Pour l'escamoter, il faudrait appuyer à nouveau sur le bouton, comme ici, ou bien faire apparaître la liste des blocs, comme ceci. Alors je reviens ici sur l'explorateur, et maintenant je vois que si je sélectionne un élément dans mon document, par exemple le premier paragraphe, je vois qu'il va se mettre en surbrillance ici dans l'explorateur de blocs. Si maintenant au niveau de l'explorateur de blocs je clique sur un élément, par exemple ce titre ici, je vois à ce moment-là que le titre va se sélectionner et que le curseur va se positionner sur le titre. Et maintenant, mon explorateur de blocs restera comme ça à demeure tant que je ne l'ai pas escamoté. Donc c'est beaucoup plus pratique de travailler. On voit exactement l'arborescence de notre document. Et lorsque le document devient compliqué, c'est un atout indéniable. Je suis de retour dans la version 5.7. Je vais cliquer sur un bloc et souvenez-vous qu'à chaque fois, un bloc de bouton contextuel apparaît au-dessus du bloc. Nous avions la possibilité de nicher cette barre d'outils locale au niveau du haut du document en cliquant sur l'option barre d'outils supérieure, comme ici, et nous l'avons en haut. Maintenant, quel que soit le bloc sur lequel nous allons cliquer, les boutons seront affichés en haut. Mais cet affichage se fait à côté de la barre de boutons principale de gestion de Gutenberg et ce n'est pas toujours très clair. Au niveau de la version 5.8, ils ont amélioré ceci. Donc je clique ici sur un élément. Bon, la barre locale s'affiche toujours. Par contre, maintenant, si je choisis l'option barre d'outils supérieure, je vois que la barre d'outils va s'afficher sur une ligne séparée. Ça sera plus clair. Une autre amélioration de ce contexte, et je vais revenir sur la version 5.7 pour vous le montrer. Ici, dans le cas où je sélectionne un bloc, si je suis dans le mode ici sélection, je vois que je n'ai aucune commande ici. Si je veux déplacer par exemple mon bloc, j'ai toujours les boutons ici flèche haut et bas. Je peux déplacer mon bloc vers le bas ou vers le haut, mais je n'ai aucune commande ici. Si je reviens maintenant dans la version 5.8, je sélectionne ce même bloc, je passe en mode sélection ici, et je vois qu'ils ont rajouté ici la poignée de déplacement. On peut faire glisser avec la souris. Donc ça a été rajouté dans la version 5.8, lorsque la barre d'outils est déplacée en haut du document. Pour ma préférence personnelle, je vais remettre la barre d'outils contextuelle. Donc je désactive l'option barre d'outils supérieure. Et maintenant, je retrouve ma barre d'outils au niveau du bloc.
Dans cet article du site de la version 5.8, ici, vous allez remarquer sur ce titre partie 2, au niveau de avancé, que j'ai mis une encre HTML ici que j'ai appelée partie 2. Et ensuite, au niveau de ce texte, ici, là, alors je vais enlever la correction pour qu'on le voit mieux. Voilà. Au niveau de ce texte, j'ai mis un lien ici, et si je clique dessus, je vois que ce lien pointe vers mon encre partie 2. Donc ça, c'est ultra classique. Si je vais sur le site ici, et si je clique sur le lien, je vais sur la zone partie 2. Dorénavant, lorsque vous utilisez les encres nommées dans vos documents, ces encres vont apparaître au niveau de l'explorateur de blocs. Vous voyez ici qu'au niveau de mon titre, il me met ici que j'ai une encre qui s'appelle partie 2. On le voit ici. Si maintenant je veux rajouter une encre sur partie 1, je peux le faire. Et je vois que cette encre sera répercutée ici dans l'explorateur de blocs. Donc ça, c'est une nouveauté intéressante. Si vous utilisez les encres, ça vous permet de savoir à quel endroit vous avez placé des encres sur votre document. Et puisque nous venons de travailler sur un lien, je vais remonter vers ce lien ici, je vais le sélectionner et je vais vous faire remarquer aussi qu'au niveau des réglages du bloc, alors je vais faire un petit peu de ménage en réduisant un maximum de panneaux ici. Au niveau des couleurs, nous avons une zone supplémentaire qui concerne la couleur du lien ici. Nous pouvons donner au lien une couleur indépendante du texte parmi les couleurs proposées ou bien en choisissant une couleur personnalisée. Par exemple, si je veux que mon lien soit en rouge, je peux sélectionner un rouge ici et ce rouge va être appliqué au niveau du lien. Bien sûr, il faut éviter de donner des couleurs différentes à tous vos liens, il vaut mieux rester constant, mais vous avez la possibilité de donner une couleur différente à vos liens. Tant que nous sommes ici au niveau des améliorations cosmétiques, j'ai remarqué aussi qu'au niveau du bloc colonne, c'est-à-dire ici, je vais sélectionner ce paragraphe et je vais cliquer ici sur son parent colonne pour sélectionner la colonne. Nous avons la possibilité maintenant de mettre une marge interne sur les colonnes. Par exemple, je mets ici 15 pixels et je vois que cette marge interne va s'appliquer. Alors pour mieux le voir, je vais mettre une couleur de fond pour que ça contraste mieux. Voilà, par exemple comme ceci. Je reviens sur la marge interne, je vais la forcer un petit peu. Je mets par exemple 25 pixels. Et là, je vois que j'ai une marge interne qui va s'appliquer par défaut à tous les côtés, sauf ici si je clique sur ce lien. Et à ce moment-là, je vais pouvoir mettre des valeurs séparées. Par exemple, pour le haut, je pourrais mettre 50 pixels si je voulais. Et je vois que j'aurai une marge interne indépendante. L'inconvénient, c'est qu'on doit le faire colonne par colonne. Alors si vous avez document avec 4 ou 6 colonnes de large, il faut le faire 4 ou 6 fois. Donc ça, c'est pas tellement pratique. Je pense que dans les versions futures, ils vont l'harmoniser et qu'on pourra régler la marge interne pour toutes les colonnes d'un bloc colonne. Alors je vais ici cliquer sur réinitialiser. Normalement, ça va l'effacer. Et je vais enlever la couleur d'arrière-plan ici, voilà, comme ceci, pour revenir comme j'étais. Et si je reviens dans la version 5.7 ici, donc la version précédente, je vois bien qu'au niveau de mon bloc colonne, ici, cette possibilité n'existait pas avant. Ici, avec l'ancienne version 5.7, lorsque nous sommes en présence de blocs imbriqués, comme ici au niveau des colonnes, si je sélectionne un élément, comme ici le paragraphe, si je veux sélectionner maintenant l'élément parent supérieur, par exemple le bloc colonne, avec la souris j'aurai du mal, il va falloir que je clique à certains endroits, ça ne va pas être très pratique. Alors je peux toujours me rabattre ici sur la breadcrumb et cliquer sur colonne, ça fonctionne. Je peux aussi afficher, alors là je vais remettre quand même ici, barre d'outils supérieure, je vais l'enlever, je préfère, voilà comme ceci. Alors lorsque j'ai un élément ici, je peux toujours cliquer sur l'explorateur de blocs et cliquer sur l'élément parent, donc ça fonctionne. On va voir que maintenant dans la version 5.8, un nouveau bouton a été rajouté. Je clique donc ici dans le paragraphe et je vois ce nouveau bouton ici qui concerne l'élément parent. Pour l'instant, je suis au niveau du paragraphe. Ici, je vous fais remarquer qu'il est dans le bloc colonne. Si je clique sur ce bouton parent, je vais donc me positionner sur le parent direct qui est la colonne. Et maintenant, j'ai encore le bouton qui est disponible. Je peux cliquer dessus et d'ailleurs, il me le dit, sélectionner colonne, le bloc colonne. Si je clique sur ce bouton, maintenant, je sélectionne le bloc parent. Et là, maintenant, je suis arrivé au niveau de la racine du document.
Donc ce bouton parent direct peut être très utile. Ça vous permet de vous retrouver rapidement dans le parent principal au niveau de la racine du document. Concernant les blocs réutilisables, je vous rappelle ici que dans les vidéos précédentes de cette série, nous avions créé un bloc réutilisable qui s'appelait Copyright, que je peux faire glisser ici. Donc je vais l'enlever et je vais en créer un nouveau. Je vais cliquer sur... Alors là j'ai fait une bêtise. Ça c'est l'exemple type. J'ai voulu effacer le bloc et en fait j'ai effacé une partie du bloc. Donc ça il ne faut jamais le faire. Donc je reviens ici en arrière. Je vais sélectionner mon bloc réutilisable et là je vais bien vérifier ici que je suis dans le bloc lui-même. Donc je clique sur le bloc Copyright et là je vais cliquer sur retirer le bloc. Voilà, comme ça mon bloc n'est pas endommagé. Je peux le vérifier en le remettant. Voilà, donc je l'enlève. Maintenant je vais sélectionner ce bloc ici et je vais choisir ajouter au bloc réutilisable. Avant, dans la version 5.7, il vous crée le bloc réutilisable et ici il le nommait bloc réutilisable sans titre. Donc il fallait ne pas oublier de le renommer, sinon après c'était la pagaille. Voilà, comme ceci. Et il était disponible comme les autres. Donc je vais mettre à jour ici, enregistrer. Et d'ailleurs, quand vous enregistrez, alors je reviens ici exprès, quand vous faites mise à jour, voilà, il vous dit à chaque fois qu'est-ce que vous allez mettre à jour. Là ici, je mets que le bloc réutilisable à jour puisque je n'ai modifié que le bloc réutilisable. Donc ça, c'était valable dans 5.7, ça reste valable dans 5.8. Maintenant, je me positionne dans 5.8, je vais sélectionner le même paragraphe. Et si je choisis ajouter au bloc réutilisable, il va me demander de donner le nom directement. C'est plus propre. Donc je fais mon paragraphe réutilisable. Je fais enregistrer. Je vais mettre à jour le document. Voilà, comme ceci. Je vais le modifier une ou deux fois pour vous montrer une autre nouveauté. Là, je vais mettre des slash. Je vais faire mettre à jour. Donc là, il me demande de mettre à jour le bloc réutilisable. Je dis enregistrer. Je vais refaire une autre mise à jour. Comme ceci. Je mets à jour le paragraphe réutilisable, enregistrer. Ensuite, je vais aller dans, ici, la gestion des blocs réutilisables. Et je vais ouvrir mon bloc réutilisable fraîchement créé, qui s'appelle mon paragraphe réutilisable. Et je vois que maintenant, dans la gestion des blocs réutilisables, je peux disposer des révisions, comme dans les blocs. Si je clique ici, j'ai toutes les révisions que j'ai faites au niveau de mon bloc. Ici, j'ai ajouté des dièses. Si je fais précédent, j'avais enlevé des choses. En fait, j'ai des révisions qui sont disponibles. Donc ça, c'est une nouveauté apportée au bloc réutilisable. Je retourne dans mon article et nous allons pouvoir continuer. Au niveau des images qui sont contenues dans nos articles, la version 5.8 de WordPress a ajouté un nouveau filtre qui s'appelle Duotone. Vous pouvez l'activer ici avec ce bouton, appliquer un filtre Duotone. Et vous allez choisir soit parmi les sélections de couleurs proposées, ou alors vous mettrez vos propres couleurs. Je vais sélectionner l'option violet et jaune, et vous voyez que les couleurs de mon image sont remplacées par des nuances de violet et de jaune, tout en sachant que la première tranche de ton sombre ici va être appliquée avec la couleur violet, et la deuxième tranche qui correspond au ton clair de mon image sera appliquée avec la couleur jaune. Vous pouvez changer les options proposées ici, ou alors vous pouvez même mettre vos propres couleurs si vous cliquez ici sur les boutons et si vous choisissez ensuite votre propre couleur. Ici j'ai choisi la couleur pour les tons des ombres et là pour les tons clairs qu'ils appellent accentuation, je vais choisir une autre couleur, par exemple un jaune comme ceci, peut-être un peu plus clair si j'arrive à l'attraper, voilà. Et là, nous aurions un effet comme celui-ci. La plupart du temps, ça sera utile si vous voulez harmoniser l'effet associé à une image par rapport aux couleurs de votre charte graphique. Et un conseil, n'abusez pas trop de ce genre d'effet, sinon votre site web va rapidement ressembler à un arbre de Noël. La nouvelle version 5.8 de WordPress
nous permet désormais de prendre en charge les fichiers images au format WebP. Ce format a été développé par Google et il permet un meilleur taux de compression au niveau des images. Je retourne ici dans le site en version 5.7 pour vous montrer comment ça fonctionnait avant. Je suis positionné dans la médiathèque et je vais essayer de faire glisser un fichier au format WebP dans la médiathèque comme ceci. Et là je vois qu'il me dit « Désolé, ce type de fichier n'est pas autorisé pour des raisons de sécurité ». Donc dans la version 5.7, on ne pouvait pas utiliser d'image au format WebP. Maintenant, je vais me repositionner dans la version 5.8 et je vais tenter maintenant de faire glisser mon image comme ceci. Et je vois que l'image s'intègre parfaitement. Ici, si je l'affiche, je vois bien que c'est une image au format WebP. Il a intégré parfaitement. Je vais refermer la médiathèque. Si je reviens au niveau de mon article, je vais même pouvoir l'intégrer dans mon article, à condition de revenir dans Gutenberg, bien sûr. Je me positionne à la fin de mon document, je fais Entrée, je vais taper /image. Et là, je vais choisir dans la médiathèque mon image au format WebP. Je vais la sélectionner. Je vois qu'elle s'affiche parfaitement. Je peux mettre à jour mon article. Je peux revenir au niveau du site et rafraîchir. Et je vois que mon image au format WebP s'affiche parfaitement. Si je fais un clic droit et si je fais ouvrir l'image dans un nouvel onglet, ici, je vois bien que j'ai une image au format WebP. Dans une vidéo précédente de cette série consacrée à Gutenberg, nous avions installé un bloc spécifique à partir d'un plugin qui s'appelle Gutenberg PDF Viewer Block, comme on le voit ici, et ce plugin nous permettait d'avoir à disposition dans Gutenberg au niveau de la liste des blocs disponibles dans la zone contenu embarqué, un bloc qui s'appelle PDF Viewer. Je vais le faire glisser à nouveau dans mon document. Ce bloc nous permettait de sélectionner un fichier dans la médiathèque par exemple, comme ici, et ce fichier ensuite allait s'afficher dans notre article. Je mets à jour. Il n'y a pas d'aperçu dans Gutenberg dans ce cas, mais si je retourne sur le site et si j'affiche l'article à nouveau, je vois que le contenu du fichier PDF s'affichait à l'intérieur de mon article. Et nous avions tout un tas de commandes, des boutons, etc., des niveaux de zoom réglables, comme on veut, ainsi que les vignettes qui pouvaient s'afficher. Donc ça, nous l'avions vu précédemment. Maintenant, nous pouvons faire tout ceci directement dans Gutenberg sans passer par un plugin. Je retourne dans Gutenberg, je vais supprimer ce bloc, donc je fais retirer le bloc, et je vais insérer un bloc fichier. Ici, je fais ajouter un bloc, et je vais choisir le bloc fichier, il est là, je le vois, je clique, et maintenant je vais cliquer sur le bouton médiathèque, ou bien je pourrais téléverser un fichier, mais comme j'en ai déjà un dans la médiathèque, je clique sur médiathèque, et je vais choisir le fichier PDF qui est ici. Je fais sélectionner, et maintenant mon fichier s'affiche directement dans Gutenberg. Nous avons même un aperçu. Je peux bien sûr régler la hauteur si je veux. Je pourrais même régler la largeur. Par exemple, je peux le mettre en grande largeur pour que l'affichage soit plus grand. Et un peu plus haut en tirant sur ce bouton. Voilà ce que je pourrais faire. Nous avons aussi un bouton télécharger qui est ajouté automatiquement et le titre du fichier qui s'affiche à côté. Je vais mettre à jour l'article. Et si je reviens maintenant dans mon article et si je réactualise, je vois mon contenu qui s'affiche et je vais disposer des mêmes commandes. Ici, je vais avoir les boutons de commande, par exemple l'outil main ici qui me permet de me déplacer à l'intérieur et je vais pouvoir zoomer comme je le veux et me déplacer avec la main par exemple. Voilà, comme ceci. Je pourrais aussi avoir un affichage page entière. Exactement comme j'avais avec le plugin, mais je n'ai plus besoin de plugin. Et dans un site WordPress, moins vous avez de plugin, mieux ça va pour les performances du site. Et j'ai aussi l'affichage des vignettes qui est possible. Je crois que c'est avec ce bouton, on peut afficher les vignettes. Et choisir une vignette pour se positionner dans le fichier. Maintenant, grâce à cette innovation, nous pourrions très bien désactiver le plugin Gutenberg PDF Viewer Block, puisqu'apparemment le bloc ne nous est plus nécessaire, et ensuite le supprimer. Par contre, avant de faire ça, il faut bien vérifier qu'il n'existe pas dans d'autres articles ou d'autres pages des inclusions de ce bloc, sinon après, lorsque le site va s'afficher, il y aura une erreur.
Donc, dans un premier temps, si vous deviez faire ça, il faudrait vérifier dans tous les articles si des occurrences du bloc ne sont pas inscrites. Pour finir ce tour d'horizon des nouveautés de la version 5.8, nous allons aborder très rapidement le Full Site Editing. C'est-à-dire que la prévision pour la version 5.9 qui viendra plus tard, c'est qu'on pourra gérer le site entièrement à partir de Gutenberg. Donc si nous revenons ici dans la liste des blocs, au niveau d'une section qui a été rajoutée qui s'appelle Thème maintenant, nous voyons que nous avons des nouveaux blocs, boucle de requête, titre de la publication, contenu, extrait, etc. Des blocs qui ressemblent à des zones structurelles de nos pages et de notre site. Alors ceci est en préparation, c'est pour ça que pour l'instant, enfin, moi je considère que ce n'est pas encore au point, je ne me suis pas encore penché dessus, je ne sais pas trop comment ça fonctionne, mais je vais quand même vous donner un aperçu. Je vais revenir ici dans le tableau de bord et au niveau de apparence thème, je vais basculer sur un thème qui s'appelle TT1 Blocks. En fait, c'est une variation du thème 2021, réellement adapté au bloc de Gutenberg. Et vous voyez que si je veux l'activer maintenant, il va me râler dessus, il va me dire ce thème utilise la fonctionnalité Full Site Editing qui requiert que l'extension Gutenberg soit activée. Alors pourquoi l'extension Gutenberg? Il faut savoir qu'actuellement, Gutenberg poursuit sa carrière en tant qu'extension indépendante, même s'il est intégré à WordPress, et l'extension Gutenberg contient toutes les dernières fonctionnalités qui sont apportées à Gutenberg, et bien avant qu'elles soient intégrées dans les versions de WordPress. Donc je reviens en arrière ici, et je vais dans les extensions, et là j'avais préparé le coup, donc j'avais installé l'extension Gutenberg, je vais l'activer. Et maintenant, je vais revenir sur apparence thème et je vais pouvoir activer le thème TT1 Blocks. Je clique sur activer et maintenant le thème est activé. Vous voyez qu'on a une nouvelle entrée ici qui s'appelle éditeur de site. Donc je vais cliquer brièvement, mais je ne vais pas l'utiliser parce que sincèrement, je n'ai pas encore étudié comment ça marchait. Mais avec ce nouvel outil, on pourra gérer le site comme on peut le faire actuellement avec Elementor ou les autres page builders de ce calibre. Donc je reviens ici sur la zone d'administration, je vois que l'interface est un peu différente. Je fais retour, tableau de bord, je reviens sur le tableau de bord et maintenant si je reviens dans mon article ici, au niveau des blocs, si je me repositionne dans la nouvelle zone thème ici, je vais voir que j'ai encore plus de blocs. Vous voyez qu'ici au niveau de Full Site Editing, en fait j'ai tous les éléments qui peuvent servir à la création de pages de sites WordPress. La date de publication, un extrait, connexion des connexions, les templates, si on veut engager des templates, etc., les commentaires, enfin tous les éléments de WordPress maintenant vont pouvoir être disponibles pour créer des pages. Mais là c'est une autre histoire et ça méritera sûrement une ou plusieurs vidéos. Voilà donc pour les dernières nouveautés de WordPress 5.8 en ce qui concerne Gutenberg. J'espère que vous aurez appris de nouvelles choses. Et je vous remercie encore pour votre fidélité et je vous dis à bientôt.